Bonsoir, bonsoir. Je suis un petit peu en retard sur l'heure que j'avais annoncée. Je vais attendre de voir si vous êtes là. Quelques instants. Tac, j'attends de voir qui se connecte. Je suis désolée pour le retard. Ah, bonjour Andrea. Ça va? Tu vas bien? Bon, je suis désolée parce que si tu réponds, je mets un peu de temps à avoir les réponses. Il y a un léger décalage. Bonsoir Pascaline, j'espère que vous allez bien. Coucou Annie, coucou Sandy. Ça va les filles? Puisqu'il n'y a que des filles. Ouais, ça va Andrea, je te remercie. Malgré les annonces récentes, en même temps, bon, en ce qui me concerne, ça ne change pas grand-chose puisque je travaille de chez moi de toute façon. J'espère que vous, ça va et que ça va aller surtout. Alors, oh, je vois qu'Amélie est là. Coucou Amélie. Bon, alors ce soir, alors, ouais, nous aussi Andrea, on est ravis. Alors, la dernière fois, ouais, ça va super Sandy, merci. La dernière fois, le live a été vachement long. L'idée, c'est pas que je fasse des lives d'1 heure à chaque fois parce que sinon ça se transforme carrément en masterclass ou je sais pas comment on peut appeler ça. L'idée, c'est vraiment que ce soit des lives voilà, un peu courts, de sensibilisation, d'échange sur des sujets qui peuvent vous intéresser. Bonjour Valérie. Donc l'idée c'est ça. Donc on va essayer de ne pas faire 1 heure ce soir. En plus, en samedi soir, je pense que vous avez d'autres choses à faire avec vos familles. Alors, avant que j'oublie, parce que la dernière fois, j'ai oublié de vous annoncer ce que je voulais vous annoncer. Ce que je voulais vous dire, c'est qu'il va y avoir un congrès en ligne qui sera le premier congrès francophone de l'écologie relationnelle qui est organisé par Virginie Chastel, qui est créatrice du podcast Osmose et qui est coach en écologie relationnelle. Et donc, ce congrès virtuel en ligne va avoir lieu, alors je regarde les dates parce que je les connais pas par cœur, du 9 au 17 avril, donc en live sur Internet. Moi, je vais y intervenir aussi, donc c'est pour ça que je voulais vous en parler. Coucou Laurence. Donc moi, je vais intervenir dans ce congrès sur une conférence que j'ai appelée, coucou Julie, guérir son enfant intérieur pour s'ouvrir à la magie des relations. Donc ça, ce sera ma conférence qui aura lieu le 15 avril. Et dans ce congrès, vous avez 28 intervenants, donc ça va être vraiment super, du 9 au 17 avril, dont François Lemay, Christian Junot, Geneviève Gauthier, Cathy Tropiano, Virginie Chastel elle-même aussi, et puis plein d'autres personnes. Bonjour, je ne sais pas comment on prononce NJ, si je me trompe, je suis désolée. Voilà, donc il y aura toutes ces belles personnes, 28 belles personnes. Je vais vous mettre en dessous du live et puis je vais refaire un post avec un lien pour que vous puissiez vous inscrire puisque c'est un congrès qui est gratuit. Vous pouvez voir en direct et les conférences sont accessibles pendant 24 heures ensuite. Après, bien évidemment, comme vous devez connaître le système, excuse-moi Andreas parce que je voyais ta question. Donc c'est disponible pendant 24 heures et si vous voulez pouvoir avoir accès voilà, aux conférences que vous auriez ratées ou avoir accès à vie, vous pouvez acheter des packs. Donc là, ils sont en pré-vente, ils sont moins chers. Après, ils seront un petit peu plus chers au moment du sommet et puis après, ils seront encore plus chers. Et dans ces packs, chaque intervenant va vous offrir un bonus qui viendra compléter en fait sa conférence. En ce qui me concerne, j'ai décidé d'offrir une masterclass pour travailler sur l'enfant intérieur avec les gens qui se seront qui auront souscrit au pack et qui du coup feront la masterclass en live avec moi et Virginie pour travailler sur l'enfant intérieur.
Voilà, voilà. Donc du 9 au 17 avril, à noter dans vos tablettes si ça vous intéresse. Ah, eh bien bonsoir Angélique. Donc le transgénérationnel. Alors, je ne sais pas si ça vous parle. Les thérapeutes qui sont en ligne, oui. Il y a plusieurs. Déjà, il y a au niveau épigénétique, aujourd'hui, les chercheurs travaillent beaucoup là-dessus et ils se sont rendus compte qu'effectivement, au niveau des génomes, il y avait une marque des traumatismes. Donc, la science est en train de travailler là-dessus et de montrer qu'effectivement, les traumatismes s'inscrivent dans les génomes et se transmettent aux générations qui suivent. Il y a eu par exemple une expérience qui avait été faite, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, avec des rats où en fait on créait un traumatisme à des rats, c'est-à-dire qu'on les électrochoquait. Et en fait, en même temps qu'on les électrochoquait, pardon, on leur faisait sentir une odeur particulière. Donc on a fait cette expérience. Ensuite, on a créé des rats à partir de ces rats, donc in vitro. Donc ils se sont jamais rencontrés, et puis bon, ce sont des rats, hein, ils se parlent pas, ils communiquent peut-être autrement, mais fait in vitro, et les bébés rats, dès qu'ils sentaient la même odeur que leur géniteur, étaient dans un état de stress important, ce qui n'était pas le cas de rats qui étaient issus d'autres rats qui n'avaient pas vécu ce stress-là. Voilà, donc il y a tout un travail là-dessus. Moi, je ne vais pas m'attarder sur cette partie-là parce que je la maîtrise absolument pas. Je ne suis pas scientifique du tout. Moi, je vais plus parler de tout ce qui est inconscient familial et voilà, et tout ce qui descend en fait dans les générations qui suivent. L'inconscient familial, c'est une réalité. On est tous reliés ensemble et au sein d'une même famille, on est tous reliés aussi par nos inconscients. Les inconscients communiquent. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle une femme, par exemple, qui a vécu des violences quand elle était petite, va se retrouver avec un homme violent dans sa vie d'adulte, alors qu'au départ, il était plutôt gentil et séduisant. Parce qu'en réalité, son inconscient a capté que l'autre personne en face d'elle était quelqu'un de violent, malgré le masque qu'il portait à ce moment-là de séduction, etc. Donc il y a une communication qui se fait. Comment ça se manifeste? De trois manières, soit par une reproduction en fait des scénarios, soit en refoulant les scénarios, soit en les transcendant, ce qui sont en fait les trois manières de gérer des blessures de l'être humain au niveau psychique et inconscient. Moi, je vais vous parler d'exemples. Je sais que vous aimez bien quand je vous donne des exemples, et il y en a qui sont juste extrêmement frappants, et puis peut-être que vous pourrez vous faire le lien par rapport à vous ou par rapport à certains de vos patients. Alors parfois sur la reproduction des scénarios, vous verrez, on peut quasiment parler de fantômes familiaux en fait. C'est un peu comme si au-dessus de la personne planait l'ombre de quelqu'un ou d'autres personnes de la famille qui étaient là comme pour essayer de guérir quelque chose. Et c'est souvent le cas, il y a à guérir quelque chose. Alors, j'ai par exemple en tête un monsieur qui venait me voir et qui était épuisé. Épuisé parce qu'il travaillait énormément et puis il avait un petit souci aussi, il buvait un petit peu trop. Et en fait, en travaillant avec lui au niveau psychogénéalogique, on s'est aperçu que qu'en fait, son grand-père était minier dans le Nord, donc avec une vie enfin, vous voyez ce que ça représente, c'est-à-dire qu'il passait sa vie dans les mines. Et puis ces gens-là, souvent, pour tenir ou pour au contraire pouvoir dormir après se reposer, buvaient de l'alcool. Donc en fait, il était complètement dans la reproduction du scénario de son grand-père, en plus des croyances qu'il avait intégrées, qui étaient que pour gagner sa vie, il fallait travailler dur, dur, comme à la mine. Donc comme il n'y a plus de mine ici, lui, il avait trouvé un autre métier que je tairais pour avoir souci de confidentialité, mais
il avait trouvé un autre métier qui était un métier très très dur et il ne faisait que demander des heures supplémentaires, des heures supplémentaires. Il travaillait quasiment jour et nuit, il rentrait, il dormait 3 heures et il repartait. Alors qu'il n'avait pas besoin de tout cet argent-là. Donc il avait vraiment ce transgénérationnel qui descendait sur lui et qui faisait qu'il était dans un mécanisme de souffrance et dont il n'arrivait pas à sortir. Donc ça, c'est un premier exemple. Après, on reviendra sur comment on peut sortir de tout ça. C'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup aussi, et là je ne rentrerai pas forcément dans les détails, mais malheureusement dans les abus sexuels, très souvent quand quelqu'un a été victime d'abus sexuels, il y a 9 chances sur 10, enfin je ne connais pas les statistiques, mais c'est énorme pour que sur les générations du dessus, il y ait eu des abus sexuels aussi. Donc ça redescend. Et ça, pour le coup, aussi, il y a des études scientifiques qui ont montré que c'était également inscrit dans le génome. Et même, ça allait plus loin que ça, c'est-à-dire que une arrière-grand-mère qui avait été violée, son génome était marqué par le traumatisme du viol. Son arrière-petite-fille, donc 3 générations plus tard, avait la même cicatrice au niveau du génome, mais beaucoup plus forte. Donc en fait, le traumatisme était même redescendu de manière plus importante au niveau du génome. Donc les abus sexuels, c'est vraiment quelque chose, pour les thérapeutes qui sont là, et peut-être que c'est OK pour vous et que ce n'est pas une surprise, mais si vous avez des personnes qui viennent avec cette problématique-là, vous pouvez être sûr que vous avez de grandes chances qu'au-dessus, il y ait des choses à libérer aussi et qu'il y ait aussi des explications sur pourquoi la maman n'a pas forcément réagi ou n'a pas voulu voir, parce qu'il y a des histoires familiales autour de ça. Et alors, un exemple, là, je vais vous partager un exemple dingue, mais vraiment dingue. Moi-même, j'étais bluffée. C'est une dame qui avait des névralgies faciales extrêmement importantes, très très fortes. Elle était hospitalisée régulièrement, elle avait des médicaments très puissants et vraiment, elle en pouvait plus. Elle me disait, je supporte plus, quoi. J'aurais envie de m'arracher la tête. Donc elle venait me voir pas pour comprendre ce qu'elle voulait, parce qu'à l'époque, je travaillais aussi sur gestion de la douleur, etc., ce que je ne fais plus aujourd'hui. Et du coup, elle venait me voir plutôt pour apprendre à gérer sa douleur. Et en fait, en discutant avec elle, j'ai perçu qu'il y avait quelque chose qui était au-delà d'elle, en fait. Et en creusant, vous allez voir, c'est dingue. En creusant, elle me parle des maux de tête, on fait son arbre généalogique, on se rend compte que dans sa famille, que ce soit au-dessus et puis aussi au niveau transverse, il y a beaucoup de gens qui soit ont Alzheimer, soit ont eu des accidents avec des membres coupés, des fractures très importantes, enfin beaucoup d'accidents comme ça physiques, et notamment autour de tout ce qui était être sectionné. Donc c'était assez étonnant. Et puis en fait, un jour, elle me raconte qu'elle rêve régulièrement du fait que sa famille est décapitée, qu'elle est petite fille et qu'il y a quelqu'un qui rentre chez elle et qui les tue tous, qui les décapite tous. Là, je comprends qu'il y a un truc autour de la tête et de sectionner. Donc, je fais le lien parce que je ne sais pas si vous le savez, mais Français que nous sommes, nous portons aussi beaucoup la Révolution française en nous, qui a été une période très traumatisante. Et certaines personnes ont toujours, ouais, ça t'as vu Andrea, on porte toujours les traumatismes de la Révolution française, soit parce qu'ils ont des aïeux qui ont été guillotinés, soit parce qu'ils ont des aïeux qui ont été bourreaux. Enfin, ouais, voilà. Et donc, cette femme, je lui parle de ça, je lui dis, à mon avis, il y a quelque chose autour de ça, et puis elle voulait pas
Elle ne voulait pas y croire. C'est un peu ce que je vous disais la dernière fois aussi sur les mémoires intra-utérines. C'est-à-dire que comme les gens ne sont pas du tout dans la conscience de ce qui s'est passé, ça leur paraît impossible que leur vie puisse être dirigée par quelque chose qu'ils n'ont pas connu ou dont ils n'ont pas conscience. Et un jour, elle revient me voir et elle me dit qu'elle me rajoute un symptôme dont elle ne m'avait pas parlé. Et elle me disait qu'elle avait des hallucinations olfactives. Je dis, ah bon, je ne savais pas que ça existait, etc. Elle me dit, ah oui, et puis des hallucinations vraiment fortes, c'est dur à supporter, etc. Et je lui demande, mais c'est quoi cette odeur? Et bien, devinez quoi? Cette odeur, c'était le lys. Donc là, je la regarde et je lui dis, le lys, ça vous rappelle rien? Et bon, voilà. Tout ça pour vous dire que il y a des... Enfin, moi, cet exemple-là, je le trouve juste dingue à quel point on peut porter en nous des traumatismes qui datent d'il y a... Là, pour le coup, ça te fait rire, Andrea. Pour le coup, beaucoup de temps. Mais toute sa famille, en fait, s'était redescendue de niveau en niveau, de génération en génération, jusqu'à elle. Bon, il se trouve que je pense que c'était, et je le comprends, hein, que c'était difficile pour elle à entendre. Et bon, l'accompagnement s'est arrêté là. Les accompagnements s'arrêtent souvent à des moments où justement on met le doigt sur le problème et où la personne soit ne veut pas croire que ça puisse être ça parce que justement elle s'en souvient pas, soit c'est trop dur pour elle à ce moment-là et du coup bon bah ce sera pour éventuellement plus tard. Je vois le temps qui avance, donc je vais pas trop avancer dans les exemples. On retrouve aussi ça beaucoup, le transgénérationnel avec la reproduction, des scénarios avec tout ce qui est avortement, perte de bébé. Il peut y avoir voilà, des... ouais, les gens ont peur, Angélique, effectivement. Et c'est normal, parce qu'en fait, soit c'est quelque chose d'inconnu et ça leur fait peur, soit, moi je crois que surtout, au fond d'eux, ils savent que c'est ça, dans leur inconscient et dans leur âme, ils savent que c'est ça, mais en même temps, ça leur paraît être une souffrance énorme pour aller jusqu'au bout, en tout cas à ce stade-là. Et souvent, c'est des gens qui peuvent, voilà, à un moment donné, cheminer dans leur tête et s'ouvrir à tout ça. Fuir d'un pays, ça peut être un facteur. Eh ben, ça fait partie des exemples que j'avais notés et que je me suis dit, je vais pas en parler parce que j'ai pas le temps. Mais oui, ça peut, notamment avec les guerres, ça peut engendrer des comportements fuyants. Il peut y avoir des gens où les aïeux ont été obligés de fuir constamment, par exemple, pendant une guerre, et ils vont avoir un comportement de fuite pour tout. Fuir le couple, fuir le travail, des gens qui sont jamais satisfaits et qui font que bouger, en fait, d'endroit. Alors, c'est pas parce qu'on bouge tout le temps et qu'on est fuyant qu'il y a ça dans la famille, mais en tout cas, il peut y avoir un lien entre les deux. Ouais, c'est une question de temps, effectivement. Et je pense qu'on l'a tous, nous, thérapeutes. Enfin, je sais pas, Angélique, si tu es thérapeute, mais moi, thérapeute, j'ai fait aussi voilà, un travail sur mes blessures qui n'est pas terminé parce que ça ne se termine jamais. Et il y a des choses où j'ai mis du temps à y aller parce que ça me faisait peur, parce que j'avais pas envie de revivre ça ou parce que j'y croyais pas, parce que c'était trop lointain. Ces traumas se transmettent à la descendance d'un même sexe ou pas? Non, pas forcément. Pas forcément, Annie. Non, mais c'est ton but. Eh bien, écoute, je te le souhaite. Je te le souhaite. Ah ouais, Marianne, le déracinement de ta famille, bah ouais. Ouais, c'est des choses qui sont hyper fortes. Et on ne peut pas imaginer qu'on porte tout ça à l'intérieur de nous et que ça vient surtout diriger notre vie sur certains points, en tout cas, à minima. La deuxième façon dont je vous parlais dont ça se manifeste, c'est le refoulement.
Donc là, ça va être le système inverse. C'est par exemple ce qu'on pourrait voir dans les relations amoureuses. Vous allez avoir des gens, par exemple, qui vont jamais s'ouvrir à l'amour, euh, qui vont, qui vont, où on a l'impression qu'ils sont bloqués dans leur relation amoureuse. Et en fait, quand on travaille avec eux sur l'histoire de leur famille, on va par exemple s'apercevoir qu'il y a eu des grands amours qui ont été déçus, arrêtés, des amours impossibles, de grandes déceptions ou un grand amour qui est mort. Et ça marque l'inconscient familial. Ou alors, on peut parler dans ces cas-là aussi de fantômes qui ont besoin de réparer des choses. Alors, je ne parle pas des fantômes, on est d'accord, hein, au sens les, les, les films de fantômes. D'accord, tu te reconnais. Bah, si tu veux, on peut, à l'occasion, tu peux m'en parler en MP. Il y a un autre cas dans le refoulement dont j'avais envie de vous parler, c'est une jeune femme qui, justement, est toujours toute seule, enfin, n'arrive pas à trouver l'amour. Elle est complètement bloquée par rapport à ça. Et en fait, en travaillant, on s'est aperçu qu'elle était bloquée parce qu'elle avait peur de décevoir son père, qu'elle a l'impression que jamais personne serait assez bien pour son père. Donc on a beaucoup travaillé sur sa relation au papa et puis surtout à s'assumer elle, à avoir sa propre liberté de choix et de décision, puis de savoir ce qu'elle voulait, quel genre de personne elle avait envie d'avoir dans sa vie. Et, euh, et en travaillant sur l'aspect transgénérationnel, en fait, elle m'a, elle me dit, oui, mais je crois que mon père, c'est pas le fils de... Non, en fait, son père, c'était c'était un enfant adultérin, en fait. C'était ça, ouais, c'était ça. C'était un enfant adultérin. Euh, C'était ça ou... Non, c'était un enfant issu de polygamie. Voilà. C'était un enfant issu d'une polygamie. Et du coup, qu'en fait on a pu mettre à jour ensemble, toutes les deux, grâce à ça, c'est que son père étant issu d'une union polygame, en fait, il portait en lui une grosse blessure d'humiliation et d'illégitimité. Et du coup, pour lui, c'était que ses propres enfants soient avec des gens bien, c'était juste hyper important. Donc en fait, il était omniprésent dans leur relation amoureuse et c'était lui qui décidait avec qui ses enfants avaient droit d'être. Mais en fait, c'était pas parce qu'il était dur, c'est parce qu'il avait besoin, lui, de réparer sa propre histoire, qu'il se sentait pas légitime à être là et que du coup, c'était sa façon à lui d'essayer de réparer à travers ses enfants. L'autre point, le dernier point, c'était de transcender ses blessures. Par exemple, ça va être à travers des métiers. J'ai en tête le cas d'une personne où voilà, elle, elle ressent le besoin fort d'accompagner des femmes à devenir des femmes puissantes tout en étant dans leur féminité. Et en fait, en travaillant avec elle, parce qu'elle avait besoin de comprendre pourquoi elle était aussi animée par ça, et en fait, elle s'est rendue compte que dans sa famille, les femmes avaient souvent été plutôt, sans qu'il y ait de violence, hein, mais plutôt oppressées, plutôt effacées, et elle avait besoin en fait de libérer toutes ces lignées de femmes de sa famille à travers le métier qu'elle allait faire aujourd'hui. Donc voilà, donc les trois façons de- dont se manifeste le transgénérationnel, ça peut être de cette manière-là. Donc pourquoi il faut travailler dessus? C'est important parce qu'en fait, ça permet de se libérer soi déjà, parce que souvent notre vie, encore une fois, elle est dirigée par ça et on ne vit pas la vie qu'on aimerait vivre à cause de ces choses qui redescendent sur nous. Et surtout, ça permet de libérer les lignées au-dessus, donc les aïeux, les gens qui sont morts,
de libérer toute la chaîne. Ça va permettre de libérer du coup en transverse et surtout ça va permettre de libérer les ascendants. Puisqu'à partir du moment où le traumatisme, la blessure transgénérationnelle, elle est nettoyée, elle est libérée, ça s'arrête en fait, le processus s'arrête. L'inconscient est libéré, les fantômes n'ont plus besoin d'être là, les bébés morts par exemple, une fois qu'ils sont libérés de tout ça, ils n'ont plus besoin de planer au-dessus des gens, et tout le scénario en fait perdant va s'arrêter de lui-même. Donc il faut le faire pour soi, mais parfois ce que je dis aux gens c'est faites-le aussi pour les autres, c'est-à-dire pour vos enfants, pour les enfants de votre sœur, de votre frère, pour que tout ça, ça s'arrête et que votre famille puisse être libérée de ça. Et je trouve ça super quand quelqu'un se lance là-dedans parce que c'est souvent d'ailleurs quand la personne décide de faire ce travail-là, elle revient après en me disant oh, c'est fou parce que du coup mon père maintenant il est comme ça, ma mère elle est comme ça. Ouais, parce qu'en fait ça a libéré tout le monde sans que personne s'en rende compte et ça a changé l'attitude des gens. La constellation familiale, ouais. Tu as testé l'outil d'accompagnement. Alors moi je le pratique, la constellation, mais je la pratique sans en fait d'autres personnes, en individuel et en état de conscience modifié. Mais c'est le même principe et effectivement c'est super. Alors justement, le comment travailler dessus, ben, déjà, je pense que ce qui est pas mal, c'est de réaliser un arbre psychogénéalogique. Donc de faire votre arbre généalogique ou de le faire avec vos patients, un arbre généalogique et de mettre toutes les choses clés qui concernent chaque personne pour voir qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui se reproduit dans l'émotionnel, dans les événements, dans les dates, dans les noms aussi. Parfois, on voit des noms qui reviennent. Une fois que ça c'est fait et qu'on peut identifier du coup quelles sont les choses transgénérationnelles qui pèsent sur la personne ou qui pèsent sur la famille, aller à la rencontre des aïeux, aller les rencontrer, créer un espace de rencontre dans lequel on peut discuter avec eux et recevoir, alors voilà, ça demande un état d'ouverture, mais de recevoir leurs messages, qu'est-ce qu'ils attendent de nous pour pouvoir se libérer de ce qu'ils ont vécu. Et puis, il y a aussi libérer l'enfant intérieur qu'on a été, qui porte en lui tout ça et qui a grandi avec tout ce fardeau transgénérationnel. Donc le libérer de ça, notre enfant intérieur, mais aussi du coup libérer les lignées, libérer les aïeux, ou les enfants si c'est des enfants, et même si on ne les connaît pas. Il n'y a pas besoin de les connaître et de savoir qui c'est. Il suffit c'est pas forcément si facile que ça, mais il suffit de créer cet espace de rencontre, de les appeler, de les faire venir et de travailler avec eux pour les libérer de tout ça. Et ben on a quand même fait un bon temps là de live. C'était tout ce que je voulais vous dire moi. Je ne sais pas si vous avez des questions ou des choses à partager. Alors je laisse un petit temps. Et pendant ce temps, avant que vos questions reviennent, pour ceux qui n'étaient pas là au début, je répète que du 9 au 17 avril a lieu le premier congrès francophone de l'écologie relationnelle, organisé par Virginie Chastel, qui est coach en écologie relationnelle, avec que du beau monde, François Lemay, Christian Junot, Geneviève Gauthier, Cathy Tropiano, Virginie Chastel, plein d'autres gens qui vont venir faire des interventions, dont moi-même, je me souviens plus de la date à laquelle j'interviens, je ne sais plus, le 15 avril je crois. Oui, le 15 avril, sur guérir son enfant intérieur pour s'ouvrir à la magie des relations. Je vais vous mettre un lien dans un post séparé ou en dessous pour vous inscrire à ce congrès qui est gratuit. Vous pouvez y accéder gratuitement. Le seul truc, c'est que si vous prenez l'option gratuite,
Vous avez droit à l'accès aux conférences et au replay pendant seulement 24 heures. Après, vous pouvez souscrire à des packs qui vous donnent aussi accès à tous les bonus que tous les intervenants vont proposer en plus aux gens qui souscrivent au pack, qui leur permettent d'avoir accès aux conférences de manière illimitée dans le temps, mais aussi à tous ces bonus. Le bonus me concernant, ce sera une masterclass sur la guérison de l'enfant intérieur que j'animerai. Et voilà, il y aura une super soirée d'ouverture. Virginie a organisé un truc de dingue le 9 avril au soir avec tous les intervenants qui seront là. Il y aura un concert. Alors ça peut paraître bizarre parce que c'est du en ligne, mais je pense que ça va être une soirée sympathique. Si vous voulez vous joindre à nous, ce sera avec grand plaisir. Alors, touc, pas de questions, des merci. Mais merci à vous, parce que c'est tellement chouette de vous avoir et de ne pas parler à un écran vide. Ouais, je serai en ligne aussi. Alors, en fait, les conférences, elles sont préenregistrées. Donc moi, ma conférence, elle a déjà été enregistrée. Enfin, elles sont toutes déjà enregistrées. Elles sont diffusées selon un calendrier que vous aurez sur le lien là que je vais vous envoyer. Vous aurez le calendrier. Et après, la masterclass, oui, ce sera en live. Alors, j'ai plus la date en tête, mais je crois que c'est tout début juin ou fin mai. L'idée, ce sera de pouvoir travailler avec les personnes qui auront pris le coffret sur l'enfant intérieur. Eh bien, Valérie, avec plaisir. Je suis ravie que ça ait été intéressé. Quelle super question, Annie. Ouais, super question, mais j'ai pas la réponse. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que le 30 mars, veille de mon anniversaire, j'envoie des petits messages. Le 30 mars à 19h, il y aura je vais faire un Facebook Live sur je pense que je vais le faire sur ma page, par mon profil perso, avec Virginie, justement, Chastel, qui organise le congrès de l'écologie relationnelle. On va se faire un petit Facebook Live toutes les deux pour vous présenter Virginie, qu'elle puisse présenter aussi le congrès, les intervenants, comment tout ça, ça va se passer, ce qu'elle cherche surtout à faire derrière, parce que ce qu'elle veut, c'est que les gens développent leur intelligence relationnelle et l'écologie relationnelle pour un monde meilleur. Et je pense que c'est tout ce dont on a envie. Donc ce sera le 30 mars à 19h. Et moi, je me demande aussi si je ne vais pas basculer mes lives sur mon profil perso. Alors, ils seront en public pour les gens qui ne sont pas dans mon réseau. Sinon, vous pouvez me faire une demande de connexion. Il n'y a pas de souci, j'accepterai. Mais je pense que je vais passer sur le profil perso parce que pour celles d'entre vous qui ont un profil perso et une page pro, la page pro, en fait, elle est moins visible. Et du coup, je me dis que peut-être ce serait plus sympa de faire ces lives-là dans un endroit où il y a plus de visibilité et du coup plus de monde pour interagir. Donc, je n'ai pas la réponse à la question d'Annie. Je vais y réfléchir. Je vais peut-être essayer de prendre des thèmes plus précis et pas aussi larges. Des thèmes plus précis, mais qui pourront englober des thèmes larges. Parce que du coup, les thèmes larges, en fait, il y a tellement de choses à dire. Tu vois, le transgénération. En fait, il faudrait presque que je fasse des masterclass dessus, mais pas des lives comme ça hebdo. Mais je vais réfléchir au sujet. J'essaierai de vous le donner à l'avance, et sinon, ce sera une surprise. Vous me faites confiance, vous trouverez un truc sympa. Écoutez, je vous souhaite une belle soirée. Je vous remercie encore d'être venus. Si vous avez des sujets que vous voudriez que j'évoque, vous n'hésitez pas, vous me les envoyez. Ce sera bien évidemment confidentiel si ça porte sur vous ou si ça porte sur des clients ou des patients à vous. Ça peut être sympa aussi de faire ça. C'est-à-dire, si je sais qu'il y a des thérapeutes là qui sont là, de partager un cas et puis on en parle de manière confidentielle, bien évidemment. Voilà. Bon week-end à tous, toutes. Je vous dis à la semaine prochaine. On reste sur 19h du coup ou pas?
avec cette histoire de changement d'heure du couvre-feu, ça vous va? Bonne soirée, Angélique. Bonne soirée, Marianne. Je ne sais pas si vous avez eu le temps d'entendre ma question. Bonne soirée, Laurence. Toi, parfait, Andrea. Ok. Bon, au pire, vous les verrez. Ok, Sandy, ça te convient? Marianne aussi. Bon, super. Au pire, les gens les reverront en replay. Merci beaucoup, je vous embrasse et je vous souhaite un beau week-end. À bientôt.